Salut Mourad. Salut, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être de nouveau sur ce plateau. Alors tu as décidé de nous parler des médias et des journalistes français ce soir. Oui, alors en préambule, je voudrais juste, puisqu'il y a une certaine défiance des Français vis-à-vis des médias depuis très longtemps, et tous les ans, le journal La Croix, l'excellent journal La Croix, qui n'est pas, pour ceux qui ne connaissent pas le journal La Croix, qui n'est pas Radio Vatican, mais qui a au contraire des rubriques très pertinentes, notamment sur les rapports Nord-Sud et sur les questions de société, la précarité, la pauvreté, entre autres. Et donc ce journal, tous les ans, publie un sondage qui donne un peu la température et qui attriste, puisque il est sorti aujourd'hui, c'est un hasard du calendrier, et il indique que 60% des Français sont défiants vis-à-vis des médias et estiment qu'ils ne trouveront pas dans les médias traditionnels l'information qu'ils cherchent sur les grands sujets. Et donc, ce qu'on reproche également aux journalistes dans ce genre d'enquête, c'est de ne pas donner de droit de suite, ce qu'on appelle le droit de suite en journalisme, c'est-à-dire qu'on va parler pendant un moment, longtemps, peut-être même tous les médias vont parler d'un sujet, puis après on ne sait plus ce qui se passe, on ne sait plus. Voilà. Et donc, comme j'avais parlé de Meilleur Habib la fois dernière et que je sais que vous l'appréciez tout particulièrement sur ce plateau, je voulais vous donner de ces nouvelles. C'est-il ou pas, ce fameux ballon d'or de l'outrance, s'est-il ou pas calmé depuis 15 jours? Je vais vous proposer de regarder une émission qui s'appelle Les Grandes Gueules Moyen-Orient. Alors, Grandes Gueules Moyen-Orient, si vous avez la chance de ne pas connaître cette émission qui passe sur I24 News, la chaîne de propagande pro-israélienne, vous devez vous imaginer qu'éventuellement, on a affaire à l'équivalent de chroniqueuse de CNews à 3 grammes dans le sang. Et en fait, si vous pensez ça, vous n'êtes pas très loin. Je vous invite à regarder cet extrait de Meilleur Habib, c'était il y a quelques jours, sur cette fameuse chaîne I24 News. Évidemment que non. Ah bon, un juif. Bon, bah à partir de ce moment-là, si vous êtes dans le déni, je peux pas. Non. Un juif. Vous êtes. est un colon. On peut pas dire un mot. Mais parce que vous êtes pas un juif ne peut pas être un colon judé. Vous êtes un juif. crédible. Jésus est né à Nazareth, il était juif. Okay. Ça fait 2000 ans que les juifs sont chez eux. Ok, monsieur. Et ce sont les autres qui sont aujourd'hui colons en Judée, en Samarie, en Eretz Israël. De quoi on parle? Alors là, je pense qu'on l'a complètement perdu. Alors, on l'a perdu, mais ce qu'il dit là, en vociférant, c'est pas tout à fait nouveau, puisqu'il y a quelques mois, à la tribune de l'Assemblée nationale, pendant plusieurs minutes, il a développé ça avec, en plus, en s'appuyant en plus sur des notions religieuses. Et comme l'a très bien écrit notre cher consoeur Ouidad, que nous allons retrouver tout à l'heure, sur Twitter, si ça avait été un musulman, ou un franco-musulman, ou un Français de double nationalité qui soit député et qui vienne à l'Assemblée nationale brandir des extraits du Coran pour justifier la présence de telle ou telle population sur un territoire, on serait évidemment outré, on aurait raison de l'être. Là, ça passe tout à fait normalement. La présidente de l'Assemblée nationale, Braun Pivet, ne relève pas, ne le sanctionne pas. D'ailleurs, elle était avec lui, je vous rappelle, il n'y a pas très longtemps, dans un voyage en Israël. Là, ça, c'est sur la forme. Sur le fond, c'est complètement stupide et ça correspondrait à dire que les Vikings, en l'occurrence les Norvégiens, pourraient récupérer la Normandie, puisqu'au Xe siècle, je vous rappelle qu'ils occupaient l'intégralité de la Normandie. Voilà, donc je ferme la parenthèse sur ce droit de suite. Et j'en viens effectivement à la question de la critique média. Alors, il faut d'abord différencier deux choses. Il y a les erreurs. Les journalistes, tous les journalistes, vous et moi, pouvons commettre des erreurs. C'est tout à fait normal, ça nous arrive. C'est pas un problème à partir du moment où on présente des excuses et qu'on rectifie le tir. Je pense notamment à Pan sur le bec dans Le Canard enchaîné, qui est une chronique récurrente et historique. Et puis, il y a le mensonge, voire même aller plus loin, c'est-à-dire que faire du mensonge et ce qu'on appelle la fake news, une ligne éditoriale. Et je voudrais juste vous lire un extrait d'un article que j'ai retrouvé sur les Sleeping Giants. Les Sleeping Giants, donc c'est un article que j'avais fait pour l'Humanité il y a quelques années. Les Sleeping Giants, qui sont-ils? C'est un groupe en fait de militants qui, sur la critique média justement, et les grands médias, alors en l'occurrence et essentiellement des médias comme CNews, par ailleurs appelés sur les réseaux sociaux Télé Mille Collines, et puis Valeurs Actuelles, appelée par ailleurs Valeurs Médiévales, qui les attaquent et les critiquent en estimant qu'on ne peut pas laisser des médias influents qui ont été à la fois condamnés par la justice, ce qui est le cas, et qui continuent de propager des éditoriaux et des sujets qui appellent à la haine contre des communautés. Et voilà comment ils expliquent leur démarche. C'est très important. Ils disent, pour bien me faire comprendre, c'est l'un des Giants qui dit ça, pour bien me faire comprendre, tout journaliste peut produire une fake news, en toute bonne foi. Donc ça s'appelle une erreur, hein, relayer une information qui ne soit pas tout à fait exacte. Ce n'est pas le problème. Mais un média ne peut pas en faire sa ligne éditoriale et inciter à la haine en permanence, précise Rachel des Sleeping Giants. Et c'est là le problème. C'est-à-dire que nous avons... une différence entre les deux, une différence extrêmement importante, et que, par exemple, je vais vous demander de jeter un œil à ce tweet de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, qui
très clairement met une cible dans le dos des journalistes présents à Gaza, sachant que déjà une soixantaine de journalistes ont été assassinés durant ce conflit. Plusieurs dizaines sont actuellement emprisonnés. Et je trouve complètement irresponsable de taxer l'AFP, l'agence France-Presse, de fake news sans avoir vérifié le fond du truc. Et en plus, nous en parlions il y a 2 semaines, Ruth El-Krief, qui a accusé Amnesty International... Oui, voilà, de ne pas, et Médecins sans frontières et Médecins du monde, de ne pas s'occuper des otages israéliens au motif, finalement, c'est un non-dit, mais au motif qui serait plus intéressé par les Palestiniens que par les Israéliens parce que juifs, donc soupçonnés d'antisémitisme. Elle s'est excusée, mais elle s'est excusée en disant que c'était factuellement faux, mais que sur le fond, elle avait raison. Et là, on rentre dans le mensonge et dans la fake news. Alors Comment tout cela est possible? C'est le problème de la gestion de la profession de journaliste en France. C'est-à-dire que la carte de presse dont nous sommes détenteurs est remise sans condition ni éthique ni déontologique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas retirer la carte de presse pour des raisons de mensonge ou des raisons même de condamnation devant la justice. Et c'est un problème parce que la seule condition, je le dis pour nos spectateurs, c'est que la seule condition pour obtenir la carte de presse, c'est d'avoir 51% de ses revenus qui proviennent d'un média qui soit reconnu par la profession. C'est la seule et unique condition. Et donc ça pose un problème et ça fait débat puisque on s'interroge. Il y a d'autres pays qui ont des instances de régulation beaucoup plus sévères que les nôtres, c'est-à-dire qu'ils peuvent être démis de la carte de presse, ils peuvent être convoqués devant un conseil déontologique et être sanctionnés. Ce n'est pas le cas en France. Et alors l'exemple le plus criant et le plus célèbre, c'est évidemment l'affaire de Patrick Poivre d'Arvor et de Fidel Castro. Il y a quelques dizaines d'années maintenant, je commence à me faire un petit peu vieux, c'était en 1991, en décembre 91, Fidel Castro donne une conférence de presse à Cuba. Parmi les journalistes présents, nous avons Patrick Poivre d'Arvor et Régis Faucon qui l'accompagnent. Et ils tentent d'avoir une interview de Fidel Castro. Ils prennent un vent. Donc, ils ne sont pas reçus par Fidel Castro. Alors, au lieu de se démonter, sans se démonter plutôt, PPDA va reprendre en vidéo l'ensemble des réponses de Fidel Castro et, a posteriori, se filmer en train de poser les questions en rapport avec les réponses de Fidel Castro. C'est un bidonnage complet. Et c'est passé aux 20h de TF1. Je rappelle qu'en 1991, c'était le premier journal quasiment, je crois, d'Europe, le plus vu. C'était 40% de part de marché le soir à 20h. Et donc, il a été grillé par notamment une consoeur argentine et un membre de l'ambassade de Cuba en France. Il a été suspendu quelques jours et il est revenu. Et donc, plus tard, Michel Cotta dira, l'ancienne ministre de la Communication, dira qu'on ne démet pas quelqu'un qui fait 40% de part de marché. Donc, l'éthique et la déontologie passent très largement en France après les questions financières. Alors, inversement, fort heureusement, il y a des gens qui font leur métier. Alors, je vais revenir à une actualité beaucoup plus récente et je vais vous parler de Mohamed Kassi. Mohamed Kassi, qui est un de nos confrères de TV5 Monde, qui fait son travail, qui est absolument reconnu par l'ensemble de la profession, a reçu Olivier Rafovitz, qui est le porte-parole très zélé et très emporté de l'armée israélienne. À chaque fois qu'il passe sur les plateaux télé, notamment, il y a quelque temps, il est passé chez l'une de nos consoeurs suisse, de la télé suisse, qui a dû couper à un moment donné, a dû couper le micro parce qu'elle le sentait excessivement agressif, excessivement hautain et méprisant. Elle n'a pas évidemment été inquiétée. Par contre, TV5 Monde a produit un incroyable communiqué pour totalement désavouer Mohamed Kassi, alors qu'elle aurait dû normalement le convoquer, c'est la règle. Quand il y a un problème dans une rédaction, la direction convoque, discute, échange, et ensuite peut-être potentiellement produit un communiqué pour expliquer ce qui s'est passé, mais jamais on en balance, comme ça a été fait d'ailleurs avec Guillaume Maurice et France Inter, jamais on ne balance un communiqué public avant d'avoir reçu la personne et d'avoir échangé avec elle. Et c'est ce qui s'est passé. La scène, vous allez la voir. Mohamed Kassi pose tout simplement au porte-parole propagandiste de l'armée d'Israël, lui pose simplement la question de savoir si l'armée allait considérer qu'il faille de manière impérative un couloir humanitaire de façon à sauver les Gazaouis. Et voilà comment se poursuit l'échange. Vous allez voir, c'est très tendu. Est-ce que vous prenez l'État d'Israël pour un État qui ne connaît pas les règles de la démocratie et du droit international? Nous sommes une armée d'un État démocratique face au fascisme islamiste intégriste le plus horrible. Donc nous faisons ce que nous faisons au niveau de la défense d'Israël et des Israéliens et de tous les Israéliens, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Je rappelle d'ailleurs que des musulmans ont également été massacrés
par le Hamas le 7 octobre, et que cette opération, qui est pour nous existentielle, se fera dans le contexte du respect du droit international. Mais entrer dans un hôpital, pour vous, ça correspond, Olivier Rafovitch, entrer dans un hôpital, ça correspond, selon vous, au respect des règles et du droit international, et en particulier humanitaire? Et pour vous, un hôpital qui est utilisé comme base militaire? Non, moi, je ne donne pas mon point de vue, Olivier Rafovitch. Vous êtes porte-parole de l'armée israélienne, je suis journaliste, je vous pose la question. Non, mais moi, je la pose aussi. Vous êtes journaliste, vous êtes également un être humain. Vous êtes également quelqu'un qui habite en Europe. Un hôpital doit-il être utilisé comme base militaire? La réponse est non, évidemment. Évidemment que non. Il n'y a aucune stratégie militaire qui fait que vous puissiez faire sortir, par exemple, si ces combattants s'y trouvent avant d'entrer dans l'hôpital? C'est impossible? Écoutez, vous connaissez le Hamas, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils ont massacré des enfants, éventré des femmes, brûlé des gens, brûlé des maisons. Vous croyez quoi? Qu'ils se comportent selon le droit international? Qu'ils se comportent selon la justice, selon le respect du droit humain? Donc vous allez ici... Oui. Donc vous comportez comme le Hamas, c'est ce que vous nous dites ce soir? Donc vous vous comportez comme le Hamas, c'est peut-être ça qui a choqué, mais ce que je note, Mourad, c'est que dans les médias américains, les États-Unis étant plus proches d'Israël que la France, notamment sur MSNBC, il y a de nombreux journalistes qui, justement, poussent dans leur retranchement des porte-paroles israéliens, qu'ils soient militaires ou civils, et ça passe. Mais en France, non. Ah, ça passe parce que dans la presse anglo-saxonne en général, d'ailleurs, même en Angleterre, la BBC pratique de la même manière, c'est-à-dire que... Mais même des médias britanniques plutôt pro-Israël pratique le même type de journalisme. Parce que le journalisme anglo-saxon est vraiment particulier, il est normal. C'est-à-dire qu'on peut raccrocher quasiment. Je me rappelle de George Bush qui avait été éjecté d'une interview parce qu'il refusait de répondre à une question. Et là, Rafovitch refuse régulièrement et le dit clairement. Il dit « Je ne souhaite pas répondre à cette question » et rien que ça devrait le disqualifier. Et il est invité partout, on le retrouve sur tous les plateaux. Et donc, je pense que vraiment, Mohamed Kassi, notre confrère à qui j'apporte mon entier et total soutien, a fait le job et c'est pour ça qu'il a été sanctionné, ce qui est quand même un sacré paradoxe. Alors à tout ça s'ajoute, je reviens sur la question du sondage de la Croix, s'ajoute dans cette défiance des Français la présence, enfin l'omniprésence de gens comme Geoffrin, Pila, Haïm, Laurence Haïm, oui, qui sont en fait qui se croient investis d'une espèce de mission divine et qui s'auto-investissent de tous les sujets. C'est ce qu'on appelle la tautologie, c'est-à-dire qu'ils sont spécialistes de l'international, spécialistes du prix de la tomate, spécialistes du nucléaire iranien. Et donc, ça disqualifie un discours de spécialistes, de vrais spécialistes, de scientifiques qui pourraient venir parler de ce qu'ils connaissent. Et honnêtement, on connaît juste un domaine. On ne peut pas être omniscient à ce point-là. Et aussi, le fait de citer des gens qui... alors oui, j'oubliais que Sifawi est revenu sur les plateaux de télé. Hein, je l'ai vu... Enfin, sur les plateaux de télé. Maintenant, après sa disgrâce, tu peux nous expliquer pourquoi il en était parti des plateaux de télé, Sifawi? Oui, bien sûr. Il y a eu l'affaire du fonds Marianne. Il s'est rincé sur donc, le fonds Marianne qui est né après l'assassinat de Samuel Paty. Donc il s'est rincé à hauteur de 335 000 € pour produire quelques tweets. Et donc il a été temporairement disqualifié suite notamment à son comportement au cours de la commission sénatoriale qu'il a reçue et qu'il a invectivé façon Tony Montana, comme dirait les jours.fr. Et donc il revient comme si de rien n'était. Et donc tout ça, je pense, contribue à discréditer le discours des médias. Alors, on a une impression d'impunité aussi chez les journalistes, des grandes figures médiatiques. Oui, puisqu'on peut tout faire, on peut revenir, on peut être condamné, y compris, et revenir se défendre sur les plateaux de télé. Et je trouve que là-dessus, l'ARCOM, donc l'autorité de régulation des médias, ne joue pas son rôle, puisqu'elle devrait au moins interdire, dans le cahier des charges, interdire cette pratique de refaire les procès et de permettre à des gens qui ont été condamnés de venir sur les plateaux de télé, condamnés ou alors qui ont été reconnus coupables de malversation ou de bidonnage, comme ça a été le cas pour PPDA, et également pour Sifawi. Je vous renvoie vers Arrêt sur Image, le site d'information et de critique média qui avait sorti cette affaire concernant Sifawi. Alors, il y a aussi le fait de citer des sources qui ne sont pas fiables. Et là, je voudrais saluer Acrimed, l'association de critique média, parce qu'ils ont osé, suite à un éditorial paru sur Charlie Hebdo, ils ont osé apporter une critique que je trouve excessivement courageuse. Je vais vous la lire, je l'ai imprimée. Donc, RIS fait
pour aller vite, un éditorial où il explique que parce que son boulanger se met à vendre non plus du jambon mais de la dinde, on rampe vers une islamisation de la France, donc c'est quelque chose de complètement délirant. Et la revue de presse d'RTL dit ceci: vous avez le droit de, j'ouvre les guillemets, vous avez le droit de ne pas aimer la une de Charlie Hebdo, mais vous avez le devoir d'y lire l'édito de Riss. Non, en fait, hein, c'est bon, chacun est libre de lire ou pas. Et sur France Inter, l'édito est résumé sans autre commentaire qu'une remarque introductive indiquant que Riss, écoutez bien, n'est pas le plus mal placé pour parler du terrorisme. Riss n'est pas le plus mal placé pour parler du terrorisme. Et là, Acrimed, et vraiment je salue leur travail, ose, ouvrez les guillemets, une affirmation déjà curieuse en elle-même qui consiste à conférer aux victimes une lucidité particulière sur leur bourreau. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas parce que Riss a vécu un drame absolument horrible qu'il est équipé intellectuellement pour pouvoir analyser les questions de terrorisme. Et ça, il faut oser le dire. Et là, c'est même pas une question de terrorisme, en l'occurrence, c'est une question d'islamisme. Même pas d'islamisme, de pratiques alimentaires. Ah oui, lui parle d'une pratique alimentaire pour arriver à l'islamisation de la France, mais déjà c'est critiquable en soi, mais en plus de ça, on ne peut pas dire que c'est pas le plus mal placé pour parler de ces questions-là, puisqu'en fait, il est pas mieux placé que quiconque qui aura une analyse un peu sérieuse, un peu sociologique, voire internationale sur ces questions-là. Donc voilà, il y a ce courage. La dernière question, c'est de savoir qu'est-ce que font certaines personnalités de gauche sur certains plateaux et qui viennent alimenter, qui viennent se faire humilier, notamment je pense à l'émission de Pascal Praud, parce que quand on humilie quelqu'un, quand on se moque de quelqu'un de gauche, qu'il soit élu ou pas élu d'ailleurs, mais une personnalité de gauche, c'est pas grave si elle a un côté masochiste, il n'y a pas de problème. Simplement quand on insulte quelqu'un de gauche, on va en même temps insulter les militants de base qui eux doivent se battre au jour le jour, que ce soit des syndicalistes ou des militants politiques. Et donc c'est moi qui suis, je suis l'extrême droite du verbe suivre, je vous rassure. Je suis l'extrême droite depuis plusieurs années et je vois notamment sur les réseaux sociaux que sont justement employés, sont utilisés des arguments qui parfois sont faux contre les gens invités sur les plateaux, les gens de gauche invités sur les plateaux et qui viennent de manière récurrente, qui deviennent une espèce de mème et qui deviennent un argumentaire pour les militants et les sympathisants d'extrême droite. Donc je pense qu'il y a un danger, et c'est un autre débat, à accepter d'aller sur les plateaux des chaînes d'extrême droite. Alors, pour finir, je dirais qu'il y a quand même une excuse. Je vais trouver une excuse à nos confrères journalistes qui dérapent. C'est que les journalistes, même s'ils vivent un peu entre eux, même s'ils viennent de catégories socio-professionnelles à peu près identiques, c'est-à-dire CSP+, ils vivent dans une société qui est pas, ils vivent pas dans une bulle totale, même s'il y a un système médiatico-politique. Mais enfin, on est dans un contexte particulier en France. Je vais prendre l'exemple de Darmanin, le Stéphane Plaza ministériel qui offre des logements de manière assez efficace et qui reconnaît tout à fait les faits. Il aurait dû... Efficace et pas cher. Efficace et pas cher, pas dans des coins forcément très sexy, mais enfin, voilà, on choisit pas forcément le lieu où on va habiter. Donc, il aurait dû, à minima, démissionner de ses fonctions une fois que les faits ont été avérés. Il aurait dû peut-être, dans le pire des cas, être nommé sous-directeur du service archives et documentation à l'ambassade de France au Honduras. Eh ben non, on le retrouve ministre responsable d'un ministère, l'un des plus importants, un ministère régalien qui est celui de l'Intérieur, et on apprend au fil du temps qu'il va se présenter sans doute à la présidentielle ou au moins à la course à la présidentielle. Oui, il va tenter de se présenter à la présidentielle. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ménage à faire et que on n'est pas, comme ils sont jugés partis, je pense qu'on n'est pas encore sorti et que le prochain sondage de la Croix, à mon avis, va encore aggraver ce fameux 60% de défiance, va encore être aggravé si on ne change pas les choses. Et j'ai vraiment très peu d'espoir pour que les choses changent. Pour terminer... Ça fait 5 minutes que tu termines. Oui, non, pour terminer ma chronique, je voudrais juste... qu'on voit le profil d'une personne qui est très active sur les réseaux sociaux. Alors, je vous parle souvent des réseaux sociaux, c'est très virtuel. Là, je voudrais humaniser un peu ce réseau social et parler de Julie Vallès, qui est une battante, voire même une combattante, et qui, malheureusement, dépose les armes et elle a une communauté très importante, notamment des sociaux et notamment des gens qui ont le cœur ancré bien à gauche. Donc, elle a déposé les armes. Elle est maintenant chez elle. Elle nous regarde peut-être et je voulais, au nom des gens qui l'entourent, notamment Mélodie Personne ou l'Insurgé, je voulais la saluer très chaleureusement, lui souhaiter bon courage et embrasser également ses proches et voilà, et lui souhaiter le meilleur pour les jours qui viennent.
Merci beaucoup Mourad et merci pour cet hommage à Julie Vallès qui le mérite bien.